Bonsoir à tous. Savez-vous qu'à 14 ans, la moitié des jeunes ont déjà visionné une vidéo porno? Ce soir, vous allez en apprendre sur vos enfants, ce à quoi ils sont confrontés, ce qu'ils font aussi souvent dans votre dos. Et pour en parler, on a choisi de poser les fauteuils rouges de complément ici à l'Aérosol à Paris. C'est un peu le temple du street art. C'est un lieu qui est très fréquenté par les jeunes. Donc on va essayer d'en savoir davantage sur leur vie, leurs pratiques et leur rapport à la sexualité. Sexto, porno, la vie secrète de nos ados, c'est le sujet de ce nouveau numéro de complément d'enquête. Entre votre adolescence et celle des jeunes d'aujourd'hui, il s'est écoulé un monde. À l'époque, l'érotisme était à peu près contenu dans les pages du catalogue La Redoute. Aujourd'hui, la pornographie est accessible en un clic. Et forcément, ça pose beaucoup de questions. On va donc vous montrer comment et pourquoi le X s'est imposé dans le quotidien des ados, voire des pré-ados. Comment doivent réagir les parents et quel est l'impact sur la sexualité de ces jeunes qui, bien souvent, ne voient même pas le problème. Je pense que ça permet d'être prêt aussi pour plus tard quand on sera dans une vraie relation. Quand on a déjà vu des gens faire, après c'est peut-être plus simple pour nous-mêmes de se mettre à leur place. Un enfant de 11, 12, 13 ans peut-il être consentant ou un rapport sexuel à ces âges-là est-il forcément un viol? C'est la question a priori invraisemblable posée à la justice. L'amour, le vrai, sans manipulation, est-il possible entre un adulte et une ado? On ne peut pas faire des choses à des enfants. Parce qu'après, les enfants ne sont plus des enfants, ils ne vivent plus leur adolescence comme des petits adolescents insouciants. Voilà. Les filles n'étaient plus des petites filles. Et puis nous irons aux États-Unis pour découvrir le combat de Cherry Johnson. Cette Américaine a été mariée à son violeur quand elle avait 11 ans. En Floride, en toute légalité, elle se bat désormais pour faire changer la loi. Connaissez-vous Pornhub, RedTube, YouPorn ou encore TuKif? Si ce n'est pas le cas, demandez donc à vos enfants de vous en parler, car eux connaissent ça très très bien, visiblement. Vous les croyez occupés uniquement à faire du skate ou à jouer à la console. La vérité, c'est qu'ils passent aussi du temps à regarder des programmes pour adultes, comme on dit pudiquement. 63% des garçons et 37% des filles de 15 à 17 ans reconnaissent d'ailleurs être déjà allés sur ces sites. Alors forcément, ça les influence, ça joue sur leur comportement et ça les pousse aussi parfois à faire n'importe quoi. Du porno à la récré, c'est une enquête d'Irène Bénéfice et de Louis Milano Dupont. Elles viennent d'un autre monde. Un univers de fiction, de fantasmes. Anna Paulina, Lisa Del Sierra, deux stars françaises du porno. Tu fais une story sur quoi, toi? Insta? Ouais, allez. Je fais pas de Snap. Et il y a beaucoup de monde qui suit vos stories? Alors, ouais, quand même, un petit peu. En moyenne, ça fait, attends, je vais pas te dire de mytho. Ah merde, là, j'ai plus rien. Mais c'est entre 15 et 20 000. Des milliers de fans et de curieux, captivés par leurs aventures. Et de plus en plus, à leur grande surprise, des ados. J'ai beaucoup de jeunes filles qui me disent « Mon ami veut vraiment pratiquer la sodomie. Je me sens pas prête, j'ai peur d'avoir mal, comment je fais ?» Et elles demandent de manière très technique comment réussir cette performance. Après, évidemment, quand on veut parler de sexe aujourd'hui, qu'on a 14 ans, on va plus facilement envoyer un message privé à une actrice de cul qui, malgré elle, a l'air hyper accessible. On la tutoie tout de suite, on l'appelle par son prénom et on lui pose sa question. Il n'y a pas de problème, je l'entends. Seulement, c'est pas mon job, quoi. Des fans de plus en plus jeunes. Le phénomène intrigue dans le milieu du porno. Sur Twitter, voici les messages que reçoit une autre star du X. J'ai 12 ans, mon rêve c'est de te bouffer la schneck. Salut, ça va? J'ai 13 ans et je suis fan de toi. Et voici sa réponse lapidaire. Mec, t'as 13 piges. Pose-toi les bonnes questions, va faire tes devoirs et ne m'écris plus. Excédée d'être harcelée par des mineurs, elle interpelle les parents en janvier dernier et les exhorte à protéger leurs gosses. Car selon elle,
l'accès au contenu pornographique n'est pas suffisamment contrôlé. Des stars du X qui s'improvisent lanceuses d'alerte. Nos enfants seraient-ils devenus accros au porno? À quoi ressemble la vie secrète des ados? Officiellement, l'âge de la première consultation d'un site porno n'a pas vraiment bougé. 14 ans. Pour recueillir une parole libre, nous avons envoyé notre plus jeune journaliste à la sortie des lycées et des collèges. Est-ce que tu as déjà vu du porno? Tu es déjà allé sur des sites porno? Oui. Et là, vous en regardez à quelle fréquence? Tous les jours. Vous regardez pourquoi? Pour plaisir, pour apprendre. Moi, je retiens 4 trous. Derrière les rires gênés, certains témoignent de vraies habitudes. Ça peut être 2-3 fois par semaine. Ça peut être une libération de stress ou de choses comme ça. Et je pense que ça permet d'être prêt aussi pour plus tard quand on sera dans une vraie relation. Quand on a déjà vu des gens faire, après c'est peut-être plus simple pour nous-mêmes de se mettre à leur place. Moi ça nous dégoûte, mais en même temps, on trouve ça normal au fur et à mesure parce que quand même c'est la vie. Ouais. Et vous avez conscience que c'est pas la réalité ou pas? Oui, quand même, un minimum. Madame. Oui. Je sais pas c'est quoi la réalité. On dit toujours c'est pas ça, faire l'amour et tout, mais c'est le seul exemple qu'on a vraiment. Accéder à des sites interdits, rien de plus simple. Même les plus jeunes ont reçu le mode d'emploi. Vous allez sur quel site? Wow, alors, XNXX, Porn, YouPorn, Kif, Tapster. Donc c'est facile aujourd'hui d'aller sur des sites porno? Oui, il faut aller sur Tukif, après il faut cocher une case parce qu'on aura écrit des trucs interdits au moins de 18 ans. Après on clique entrée. Mais vous êtes conscient qu'il faut être majeur pour aller sur des sites? Oui. Mais aussi le problème c'est que les parents ils regardent de moins en moins ce qu'on fait. Voici les fameux sites que regardent ces ados. Des vidéos porno à volonté, 100% gratuites, aux intitulés trash. Images crues, devenues presque banales. Certains s'en inspirent même dans leurs échanges, comme sur ce site de rencontre pour adolescents. Il suffit à notre journaliste de se créer un profil et d'entamer la discussion. Au bout de quelques minutes à peine, 2 jeunes garçons lui envoient des messages salaces. Tu veux voir ma bite? Et des photos de leur sexe. Ces images porno représentent-elles un danger? Pour certains spécialistes, on manque encore de recul. Mais pour ce gynécologue, intervenant dans les collèges, cela ne fait aucun doute. J'ai 10% des questions qui portent sur les partous, sur l'amour à plusieurs. Est-ce que, au moment où vous avez découvert la sexualité, c'était votre première préoccupation? Là, ils voient ça tout le temps. Donc, ils posent des questions. Est-ce que c'est ça, être bien? Ils cherchent la conformité à une norme. À l'entendre, le porno, loin de libérer la sexualité des ados, la rendrait angoissante. Les filles, c'est jusqu'où je dois aller. Et les garçons, c'est la mensuration, la cadence, le nombre d'allers-retours. Bref, au lieu d'inventer sa fantasmagorie et sa manière d'être, sa manière d'aimer les caresses ou de les prodiguer, on est obligé de prendre le prêtre à faire l'amour qu'il aurait désormais délivré. Face à ce discours alarmiste, la génération Internet préfère dédramatiser. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de films pornographiques. Et puis là, vous allez me dire, mais t'es qui toi là pour critiquer les films pornographiques? Léa Chou, 24 ans, 420 000 abonnés, l'une des premières youtubeuses à oser parler de sexe. Voici le top 10 des phallus que vous pouvez retrouver. On va commencer par un... Pour le coup, le petit minou, il y a le porno qui a influencé pas mal. Je sais direct que la plupart d'entre vous vont faire une tête dégoûtée en mode bah, les poils c'est dégueulasse. Chaque semaine, dans un décor intime, cette jeune Toulousaine joue les grandes sœurs qui écoutent et rassurent. L'idée, c'est vraiment comme si j'avais une copine à côté de moi et que le soir, vraiment tous les soirs avant de coucher, quand on est avec une copine, on aime bien discuter des sujets un peu tabous, les choses qu'on n'ose pas forcément parler
avec les copains de l'école. Et du coup, c'est un peu pour recréer cette ambiance de soirée entre filles, soirée posée, où on peut vraiment se livrer plus facilement. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour parler de virginité, de tout ce qui est... Son public, en majorité des filles de 14 à 17 ans. C'est est-ce que je suis toujours vierge? Si, il a rentré juste le bout. Elles aussi consommatrices de X. Voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est plus que parler de cul, en fait. C'est vraiment essayer d'éduquer les jeunes à arrêter d'être complexés sur ça, en fait, et arrêter de penser que la sexualité, c'est que du sexe, et puis point. Mais en fait, ils veulent aller tellement vite, et pour eux, c'est... Voilà, ils oublient tout le côté d'avant la sexualité. Il y a le sexe, mais il y a toute la préparation, la communication. Si on n'est pas capable de parler avec son partenaire, d'échanger avec son partenaire, d'être 100% soi avec son partenaire, je pense pas que ça soit une bonne idée de coucher avec. Le porno partout. Il peut même s'introduire chez vous à votre insu. À Strasbourg, bienvenue chez Nessim et Virginie. Une famille ouverte, sans tabou. Ici, les parents parlent de tout avec leurs enfants, même des sujets sensibles. Quand tu commences à avoir des rapports sexuels, quand tu commences à grandir, les maladies que tu peux contracter en faisant des câlins, ça peut être grave. Mais moi, je te fais des câlins. Alors, c'est pas ce type de câlin. C'est pas tout à fait les mêmes câlins. Il y a quelque temps, en téléchargeant un dessin animé, leur fils de 9 ans a eu une drôle de surprise. Est-ce que vous avez déjà vu des trucs qui vous ont gêné sur Internet? Oui, parce que des fois, ils passent des vidéos de filles à poil. Et alors? Quand on regarde des vidéos d'enfants, c'est pas bien de mettre ça. Des pop-up, ces fenêtres de pub qui apparaissent très souvent sur les sites de téléchargement. Nessim et sa femme en ont parlé avec leur fils. Ils ont même installé un filtre parental. Mais ils se sont fait une raison. Il faut être réaliste, on vit dans un monde de toute façon qui est comme ça. Il faut peut-être plus les éduquer dans le sens de leur apprendre à détecter eux-mêmes les pièges et à les comprendre, plutôt que d'être derrière eux et essayer de les protéger, parce qu'on ne pourra pas le faire tout le temps. Ses parents estiment jouer leur rôle, mais ils aimeraient être un peu plus épaulés par l'école, qui n'aborde ces sujets qu'à partir de la 4e. C'est tard. Moi, je dis, pour moi, à partir du collège, c'est à partir de la 6e. On prend le cas d'une jeune fille. Il y a des jeunes filles qui, en 6e, elles ont 10-11 ans, elles sont déjà réglées. Il y a c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui, à 10-11 ans, ont déjà des envies, des pulsions. Enfin, donc c'est quand même important d'accompagner ces choses-là. La loi prévoit 3 cours d'éducation sexuelle par an. Pour traiter d'un sujet aussi complexe, cela semble bien peu. À Sainte-Marie de Cholet, un lycée privé, on a décidé de prendre les devants. Tous les ans, un éducateur vient parler sexe et numérique aux adolescents. Tous les garçons n'ont pas 30 cm entre les jambes. Et tout va bien. Bah oui, non mais faut vous rassurer les gars. Faut vous rassurer. Ce que vous voyez, c'est du fake. D'accord? Avec humour, Guillaume Doré décode l'univers du porno, son sexisme et sa violence parfois. Mesdemoiselles, je suis pas sûr en termes de construction de sa féminité, se faire traiter de pute, se prendre des claques et se faire étrangler sur les premiers rapports sexuels, ce soit très valorisant. Sauf que c'est ce qu'on voit principalement sur les images pornographiques, sur les sites porno aujourd'hui. En termes de construction identitaire, c'est quand même super flippant. Vous méritez d'être respecté. Guillaume Doré les alerte aussi sur un nouveau phénomène, les nudes. Ces selfies intimes que postent des stars américaines comme Justin Bieber ou Kim Kardashian. Et Kim Kardashian, je voudrais vous raconter l'histoire de cette photo. Elle explique en postant cette photo sur Insta que, mesdemoiselles, il est temps d'assumer son corps, ses rondeurs, sa féminité. Et du coup, elle poste cette photo sur Instagram et en gros, elle incite les jeunes filles à faire de même. Le problème, c'est que je crois que c'était 48 heures plus tard, on a retrouvé des dizaines, des centaines de photos de jeunes filles prises exactement dans la même position.
Moi, je vous pose la question, donc, est-ce que quelqu'un le fait? J'aimerais un vrai non franc et massif, s'il vous plaît. Non. La crainte de Guillaume Doré, que parmi ses élèves, certains soient tentés de prendre ces photos dénudées, qu'ils les fassent circuler et qu'ils perdent tout contrôle. Car la mode des nudes se répand peu à peu dans les collèges et les lycées, comme ici à Strasbourg. 2 élèves de terminale ont accepté de nous en parler, mais seulement de façon anonyme. Nous les appelons Céline et Stéphanie. Les nudes, pour elles, c'est un sujet intime, une nouvelle façon de flirter. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. En ce moment, ouais, quand même. Ça se fait, c'est pas que ça se fait ou ça se fait pas, ça dépend des gens. Et c'est les garçons qui demandent en général? Moi, je dirais non, ça vient des 2 côtés, c'est pas une demande forcément. Et dans le couple, ça signifie quoi en fait? C'est une marque de confiance, puis je sais pas, il y en a qui habitent pas à côté, qui se voient pas, donc c'est une manière de se rapprocher aussi, je pense. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Moi, personnellement, non. Bah oui, mais voilà, c'est mon copain, donc voilà. C'est un peu une marque d'amour en fait. Oui. Premiers émois amoureux à l'ère des smartphones et des tablettes. Mais à trop se découvrir, certains ados jouent avec le feu. Marie, Océane, Julien et Quentin sont en première. Les nudes, très peu pour eux. Une de leurs amies en a fait l'amère expérience à l'âge de 13 ans, trahie par son petit copain de l'époque. Vu que c'était une relation à distance, il s'envoyait des nudes assez régulièrement, sauf que son copain gardait toutes les photos. Et à partir du moment de leur rupture, c'était si on se sépare, je publie les photos, je transmets les photos à telle personne pour te faire une mauvaise réputation, quoi. Ça fait 5 ans qu'elle a fait ces photos et qu'on arrive toujours à avoir des retours de ces photos-là, quoi. Et là, je sais que par exemple, si je vais dans une conversation de groupe, là, je peux les avoir, quoi. Et là, ça y est, tu les as? Ouais, là, je les ai. Voir son intimité exhibée sur la place publique, c'est depuis quelques semaines ce qui hante les adolescentes de la région. De mystérieux corbeaux ont récupéré des dizaines de nudes de lycéennes et les diffusent massivement sur les réseaux sociaux. Des affaires de cyberharcèlement sexuel révélées par la presse locale. Alors, moi je me demande si on ne peut pas trouver un titre plus musclé, harcèlement en meute ou un truc comme ça. Hein. Depuis un mois, les dernières nouvelles d'Alsace enquêtent sur une histoire d'une ampleur inédite. Une 50aine de lycéennes seraient concernées à Strasbourg. Début janvier, 4 d'entre elles se décident enfin à témoigner. Elles avaient dans un premier temps voulu déposer plainte à l'hôtel de police de Strasbourg et le policier à l'entrée a considéré que comme elles étaient mineures, il n'avait pas à les laisser entrer. Donc elles étaient désarçonnées, en désarroi. Et là, l'une d'elles a eu l'idée de venir au DNA en disant on va aller au journal, on va demander aux dernières nouvelles d'Alsace si quelqu'un peut nous écouter. C'est comme ça que l'affaire a démarré. Les filles ont été piégées sur Snapchat, le réseau social plébiscité par les jeunes. Il permet de prendre des photos, des vidéos et de les partager entre amis. Un compte malveillant y a fait son apparition. Régulièrement, il sollicite les adolescents de la ville. Il les encourage à lui transmettre les nudes de leur ex-petite copine et de toutes les filles de leur entourage. À la sortie des cours, les lycéennes craignent pour leur réputation. J'ai reçu un message d'une personne inconnue, j'ai regardé et en fait c'était une photo de ma copine qui était nue. On voyait pas sa tête mais je l'ai reconnue en fait parce que je voyais sa chambre, tout ça. Et donc directement je l'ai envoyé, elle m'a dit ouais je sais, on l'a envoyé à tous mes contacts, tout ça. Il y a tout le monde qui est en train de me parler, je sais pas comment je vais faire pour aller au lycée demain, tout le monde va me regarder mal, tout ça. Et si ça sort, qu'est-ce qui se passe? Ben si ça sort, on risque de nous insulter, de mal nous regarder. Après, on n'a plus d'amis.
C'est débile quoi, mais ça fait quand même mal en fait. Ces lycéennes scrutent chaque jour l'activité du compte pour alerter leurs copines. Les derniers nudes viennent tout juste d'être publiés. Bah là, c'était hier soir. Il met le nom. Ouais. Bon, là, il y a le prénom. D'habitude, il y a le lycée avec. Même parfois le numéro de téléphone. Mais... Ouais, le numéro de téléphone aussi. Ah oui, carrément le numéro de téléphone. Même là où elles habitent et tout ça. Ouais, c'est déjà arrivé. Il y avait une adresse une fois. Ouais. Nous avons retrouvé l'une des victimes du compte malveillant. Une élève de 17 ans. Un soir, elle découvre sur Snapchat une photo de seins nus avec en légende son prénom et le nom de son établissement. Sauf qu'elle n'a jamais fait de nude. Cette photo n'est pas la sienne. La première pensée, c'est que... Enfin, je me suis dit que... C'est qui la personne qui aurait pu faire ça? Je me dis peut-être c'est une personne qui a la haine contre moi et qui a voulu se venger en mettant une photo fausse, mais donner mes vraies identités. Franchement, j'ai peur que ça recommence parce que n'importe quelle fille peut se retrouver comme ça, une victime de cette histoire. C'est la première affaire de nudes que la police judiciaire de Strasbourg doit traiter. Grâce au téléphone des victimes et aux informations détenues par l'opérateur Snapchat, ces cyberpoliciers peuvent remonter la piste du fameux compte. À les entendre, il s'agirait de simples adolescents, avec pour seul mobile la volonté de nuire. Je ne pense pas qu'ils aient les capacités techniques de se masquer suffisamment au niveau de la téléphonie pour pouvoir diffuser ce genre de... Je ne pense pas qu'ils aient pensé à ça. Il y a des moyens pour être totalement anonyme sur Internet, mais dans ce cadre d'enquête, je ne pense pas qu'ils aient procédé à ce masquage de téléphonie. Mais le plus difficile dans ce type d'enquête, c'est d'obtenir les dépositions des victimes. Ce qu'on constate actuellement dans nos services, c'est qu'effectivement, on a seulement quelques plaintes. Donc on ne doute pas un instant que le phénomène est effectivement réel. Je pense qu'il y a une barrière à la fois familiale, sociale, et c'est vrai que l'humiliation qui est subie par la majorité des jeunes filles les empêche de franchir ce pas et donc de venir déposer plainte, ce qui est toutefois indispensable pour essayer de remonter jusqu'à l'auteur. À des centaines de kilomètres de Strasbourg, Laure aussi a vu son intimité violée. Sa vie a basculé à cause d'une simple photo. C'était il y a 3 ans, quand elle était encore au lycée. Un soir, elle se rend à une fête avec son petit ami de l'époque. Au bout de quelques heures, les deux adolescents s'éclipsent dans une pièce. Et là, pendant leur rapport sexuel, les amis du jeune homme font irruption et les prennent en photo. Laure les oblige à supprimer l'image. Mais le lendemain, à son réveil, elle découvre qu'elle a tout de même été publiée sur les réseaux sociaux pendant la nuit. Il y a quelqu'un notamment qui m'a reconnue et qui m'a identifiée sous cette photo. Et ensuite, il y a eu une centaine de milliers de tweets avec mon nom mentionné dedans. Et il y a des personnes qui ont publié cette photo sur Instagram et sur Facebook aussi. Et là, j'ai reçu des centaines de messages, des milliers d'invitations. J'ai dû fermer mon compte Facebook parce que je recevais beaucoup de menaces et d'insultes notamment. C'était quel type de commentaires, d'insultes? Je peux le dire, ils disaient que j'étais une salope, une pute, que je faisais pas du tout des choses que devrait faire une fille de mon âge. Le nom de la jeune fille se retrouve même parmi les mots-clés les plus mentionnés sur les réseaux sociaux. Laure en parle à ses parents, qui l'accompagnent porter plainte. L'affaire est portée devant les tribunaux, mais c'est sa mère qui, pendant 1 an, passera ses nuits devant son ordinateur à supprimer toute trace de cette photo sur Internet. Laure déménage et part loin de chez elle. Mais même dans le sud de la France où elle s'installe, cette photo la suit.
quelqu'un finit par la reconnaître. J'ai quand même quitté ma ville et quitté ma région même pour partir à l'autre bout de la France pour faire mes études en paix. Je voulais recommencer ma vie à zéro. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va falloir que je quitte le pays pour qu'on arrête de m'embêter ou... Je voyais pas d'autre solution en fait. Aujourd'hui, Laure s'est reconstruite. Mais elle reste blessée, marquée par un sentiment d'injustice. Moi, ce qui me dérange vraiment aujourd'hui, c'est que la fille et le garçon ne sont pas du tout vus de la même façon. C'est-à-dire que moi, on m'a insultée, on a essayé de m'anéantir moralement, alors que le garçon qui est avec moi, on l'a félicité en quelque sorte, on l'a jamais insulté, on l'a jamais sali, on n'a jamais essayé de salir sa réputation. Ça, je trouve que c'est totalement inégal. Laure mène désormais une vie tranquille. Tout ce qu'elle souhaite, c'est se faire oublier. Du porno à la récré, c'est une enquête signée Irène Bénéfice, Louis Milano-Dupont, Johan Sade, Michael Merle et Vincent Buchy. Bonsoir Ovidie. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice, vous êtes spécialisée dans la réalisation de documentaires liés aux questions de corps et de sexualité. Vous avez commencé comme actrice porno et vous publiez, ça sortira demain, à un clic du pire. C'est publié chez Anne Carrière, La protection des mineurs à l'épreuve d'Internet. Vous êtes d'abord une mère de famille. Tout à l'heure, on recevra une pédopsychologue qui nous aidera à nous retrouver dans cette jungle qu'on vient de voir. Est-ce que vous êtes surprise, vous? Est-ce que vous êtes inquiète de tout ce que l'on vient de voir, Ovidie? Je ne suis absolument pas surprise, inquiète, ça oui bien sûr. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui vont tomber des nues en regardant ce sujet. Je pense qu'ils ignorent tout bonnement que la plupart de leurs gamins ont accès à la pornographie, non pas sur l'ordinateur du salon comme ils l'imaginent, parce qu'il y a pas mal de parents qui pensent que sous prétexte qu'ils mettent un petit filtre parental, finalement leurs enfants sont protégés. Le problème c'est que... C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, oui et non. C'est même pas évident, puisqu'en fait, 70% de la consommation de porno par les mineurs passe par les smartphones. Ce même smartphone avec lequel ils vont au collège, ce même smartphone avec lequel ils s'isolent dans leur chambre. Donc, de toute façon, ils en verront. En l'état actuel des choses, les enfants, enfin les adolescents, enfin les mineurs ont accès à des sites auxquels ils ne devraient pas avoir accès, qui diffusent H24 et gratuitement du contenu sur Internet et qui, finalement, agissent en toute illégalité, puisque la loi française, en théorie, est censée préserver les mineurs de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas interdire le porno, parce que le voudrait-on, ça serait impossible? Je pense que c'est pas une bonne chose d'interdire le porno, déjà parce qu'il y a une grande partie de l'industrie pornographique qui, elle, est dans les clous de la légalité. Il y a un certain nombre de producteurs porno qui, même à l'heure actuelle, réclament des censures. C'est inédit, finalement, dans l'histoire de la censure, de voir qu'il y a des producteurs qui eux-mêmes disent « Attendez, on voudrait que vous fermiez des sites illégaux qui laissent le porno accessible aux mineurs ». Donc non, interdire le porno, c'est pas une bonne idée. En revanche, bloquer, en tout cas géobloquer les sites qui ne respectent pas la loi française, ça, ce serait déjà un bon départ. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'égarer dans les considérations morales. Le porno, c'est bien, le porno, c'est pas bien, ça dégrade la femme, etc. Je pense qu'il faut juste avoir une approche qui est très pragmatique, qui est on bloque les sites qui agissent en toute illégalité. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, comme en Grande-Bretagne, quand on se connecte à un site même gratuit, il faut s'identifier, mais s'identifier vraiment, il ne suffit pas de cliquer sur « oui, j'ai plus de 18 ans » et hop, vous pouvez rentrer. Est-ce que ça, c'est une piste? En France, on a plusieurs systèmes de protection des mineurs, par exemple pour la télévision. On a un système de double cryptage, il faut rentrer un code parental. On a un système de protection aussi pour les plateformes de VOD, où il faut rentrer un code également. Il y a certains autres sites qui sont dans les clous de la légalité ou qui demandent de rentrer un numéro de carte bleue. Alors évidemment, il y a toujours moyen de contourner, il y a toujours moyen de voler un code. Mais à partir du moment où on fait ça, je dirais on est dans une démarche. L'adolescent qui fait ça, il a conscience d'être dans la transgression, de faire quelque chose qui est complètement interdit. Il n'a pas accès frontalement à ces sites. Et c'est forcément moins facile d'accès. C'est beaucoup moins facile d'accès. C'est-à-dire, il n'y a pas que ces écrans-là, puisque vous le dites dans votre livre, le porno et les codes du porno, ils sont dans les clips, ils sont dans les jeux vidéo, etc. Comment on fait là ? Alors, le porno, c'est pas quelque chose d'isolé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une imprégnation indirecte des codes du porno. C'est-à-dire, par exemple, une jeune fille qui ne regarde pas de vidéos pornographiques peut être néanmoins inspirée par les codes du porno sur la question de l'épilation intégrale, par exemple, sur un exemple tout bête, mais par exemple, je sais pas, Kim Kardashian avait posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux où elle avait les jambes écartées, où elle avait son maquilleur qui était entre ses jambes et qui lui passait du fond de teint sur la vulve.
ce qui impliquait déjà deux choses. La première, c'est qu'elle était épilée intégralement et que donc peut-être que les fans de Kim Kardashian vont aussi s'épiler intégralement, mais aussi que c'est une zone qui doit se maquiller, qui doit être belle, qui ne peut pas être assumée comme telle. Donc ça crée entre guillemets des normes pour ces jeunes filles qui regardent ça et qui se disent il faut que ça soit comme ça. En fait, c'est créateur de normes. Finalement, c'est ça le principal problème, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont avoir peur que leurs enfants reproduisent les codes du porno. Mais qu'est-ce qui les effraie en fin de compte? C'est qu'ils aient une sexualité plus variée, ou c'est que justement ils aient une sexualité qui puisse être plus aliénante, parce que dans la performance ou uniquement dans la représentation et dans l'oubli du plaisir et du désir. Alors ceci dit, Ovidie, ce n'est pas parce qu'on regarde du porno ou qu'on y est confronté que les comportements changent, puisque vous-même dans le livre encore vous citez un chiffre intéressant. En 1992, le nombre de partenaires pour les jeunes filles de moins de 25 ans était de 3,1. Aujourd'hui, ce nombre de partenaires, il est de 3,2. Autrement dit, ça n'a pas bougé. Les comportements restent les mêmes de ce point de vue-là. Quel est le problème finalement? Alors les comportements, pas nécessairement, mais en tout cas les chiffres ne bougent pas beaucoup. Par exemple, l'âge de la virginité ne bouge pas. Il reste toujours à peu près à 17 ans et demi. Ce qui change en revanche, c'est l'élargissement des panels de pratiques. Ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. C'est-à-dire, il y a certaines pratiques qui avant étaient tabous, qui aujourd'hui sont devenues sans transition obligatoire. Et finalement, il n'y a pas eu cette espèce de juste milieu, cette période de liberté où on pourrait se dire, tiens, les tabous sautent, ça me laisse la possibilité de faire ce que je veux moi, ce qui me fait plaisir à moi. On est passé vraiment sans transition d'une interdiction à pratiquer la sexualité à une obligation d'exceller dans le domaine sexuel, avec plein d'articles, au-delà de la pornographie, même d'articles sexos qui invitent à booster sa libido, avoir une sexualité au top et tout le jargon un peu marketing. Et c'est là qu'on voit qu'on autour de la sort sexualité. largement du domaine du porno et que ça a infusé un petit peu dans même toutes les publications, mais les publications entre guillemets sérieuses. C'est étonnant et c'est, pour tout dire, assez inattendu, Ovidie, d'entendre une ancienne actrice X comme vous tenir ces propos. Pourquoi vous avez choisi de mener ce combat-là ? Moi, j'ai toujours eu une posture un peu entre les deux, c'est-à-dire je n'ai jamais condamné la pornographie, j'ai pas une vision manichéenne de la chose, c'est-à-dire pour moi ça sert à rien d'être pour ou anti-pornographie. La pornographie, elle est là, qu'on l'accepte ou qu'on la condamne, il n'empêche qu'elle est là, il n'empêche que les gamins en verront, et à partir de ce moment-là, il faut juste se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que c'est un domaine qu'on prend peu au sérieux, où il y a peu de gens finalement qui sont spécialisés dans les questions de pornographie. Il y a très peu de consultants spécialisés dans les questions de porno. Moi, c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup enquêté, que je connais aussi de l'intérieur. Et il me semblait important d'expliquer aux gens comment déjà on le diffuse, comment on le consomme, qu'est-ce qui a évolué, quelles sont les conséquences, mais sans aucune panique morale, voilà, je pense que c'est une position finalement que peu de gens peuvent avoir, c'est-à-dire à la fois un esprit critique et en même temps pas une panique morale qui condamnerait à condamner unanimement le porno comme si c'était un tout homogène. Merci beaucoup Ovidie d'être venu ce soir dans Complément d'enquête. Je rappelle votre livre qui sortira donc demain vendredi. Ovidie à un clic du pire, la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet, publié chez Anne Carrière. Et je rappelle que tout à l'heure, c'est la pédopsie Béatrice Copper-Royer qui viendra répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci. On va parler du consentement à présent. Le consentement, c'est une des questions qui se posent. Alors pour que les choses soient bien claires, il n'existe pas aujourd'hui dans la loi en France un âge de majorité sexuelle. Mais le code pénal protège les mineurs de moins de 15 ans. C'est donc dans l'interprétation de tout ça que se trouve la zone de flou. Où commence la contrainte? Y a-t-il une place pour l'amour et les sentiments, y compris entre un majeur et une mineure? Vaste sujet au cœur de l'actualité sur lequel a enquêté Thomas Lelong. C'était la semaine dernière, à Pontoise, en banlieue parisienne. Alors, ce qui va être en fait difficile à poser là, au sein du prétoire, c'est en gros faire admettre aux gens aujourd'hui qu'une adolescente de 11 ans est capable d'avoir une attitude de femme, même si je suis vieille. Ces deux avocats s'apprêtent à défendre l'indéfendable. Écoute, ça, je te laisse parce que moi, je suis moins à l'aise avec ça. En revanche, parler plutôt de son attitude à lui, qui est celui d'un charmeur, etc., moi, ça me dérange pas du tout. Leur client est un homme de 28 ans. Il a eu une relation sexuelle avec une fille de 11 ans. Pour cela, dans 1 heure, il va être jugé. On est très confiant et très serein par rapport au délibéré de ce dossier. Il faut arrêter de voir monsieur comme un prédateur sexuel qu'il n'est absolument pas. L'homme n'est pas poursuivi pour viol, mais pour le simple délit d'atteinte sexuelle. Car la justice estime
que Sarah, la mineure, était consentante. Une décision qui transforme ce fait divers en débat national. Avec une question, à 11 ans, peut-on accepter une relation sexuelle avec un adulte ? Quel est votre sentiment face à l'émotion considérable que suscite cette affaire? C'est très bien que c'est pas un viol, elle était consentante. La plaignante a une personnalité très singulière. C'est-à-dire que c'est pas une fille de 11 ans lambda. Jugé aux assises pour viol, l'accusé risquerait 20 ans de prison. Alors qu'un procès pour atteinte sexuelle conduit rarement derrière les barreaux. Une honte pour les parties civiles. Elle n'a pas griffé. Je pense qu'elle était effectivement en état de sidération. Nous, on réclame vraiment les assises parce que non, il n'y a pas eu de consentement, c'est pas possible à 11 ans. Donc, véritablement, c'est un viol. Et si c'est un viol, ça passe en cour d'assises. C'est aussi simple que ça. L'histoire de Sarah, une affaire hors du commun qui pourrait bientôt faire changer la loi. Le gouvernement envisage de fixer le seuil du consentement à 15 ans. Ce jour-là, le procès se déroule à huis clos. Que s'est-il vraiment passé ce 24 avril 2017 à Montmagny dans le Val d'Oise? D'après la jeune fille de 11 ans, la rencontre a lieu dans la cité HLM où elle vit. En fin d'après-midi, l'élève de 6e vient de sortir du collège. Elle se maquille sur un banc. Là, ce voisin qu'elle a déjà croisé plusieurs fois l'aborde selon elle. Il bavarde, puis l'homme lui propose de monter chez lui. Elle accepte. Les relations sexuelles ont d'abord lieu dans la cage d'escalier, puis dans son appartement. Quel est le profil de cet homme marié, père de 2 enfants? À 28 ans, il a déjà passé près de 10 années en prison. Violence, trafic en tout genre, c'est un multirécidiviste. Mais son casier ne comporte ni crime, ni délit sexuel. Depuis quelques mois, il est incarcéré pour une affaire de stupéfiants. Oui, bonjour monsieur, Thomas Lelon, appareil, je suis journaliste pour France 2. Le seul moyen d'entrer en contact avec lui, c'est de profiter d'un coup de fil passé à son avocate. Alors, dans un premier temps, je voudrais avoir votre version des faits. Que s'est-il passé selon vous? Je suis assis sur le banc dans mon quartier, et elle, en fait, elle vient s'asseoir sur le banc à côté de moi. Et dès qu'elle arrive à moi, j'étais là, on commence à parler. Je vois que ses lèvres, elles sont brillantes, en fait. On voit qu'elle vient juste de mettre le gloss. Ouais. Je commence à parler, je dis, ouais, t'as des belles lèvres, ça fait sensuel. Ça me donne grave envie de t'embrasser. Et elle me dit oui, donc, je dis, on continue à parler. Après, je dis, tu veux pas qu'on aille chez moi se poser, tout ça? Elle me dit oui. Arrivé dans mon bâtiment, je lui fais un bisou dans l'ascenseur. On monte au 9e étage, elle me suce en fait. Je vais être clair, comme c'est une fellation. Et après, on va jusqu'à dans ma chambre. Et on a eu un rapport. Et quel âge pensiez-vous qu'elle avait? Moi, je me suis dit, en fait, normal, c'était 18, un truc comme ça. 17, 18, en fait. Il y en a qui disent qu'elle vous a montré son carnet de correspondance, c'est vrai ça? C'est faux, c'est ça le pire, ça c'est vraiment faux. Elle m'a remonté ça, 6e. Je sais que mon fils il est en CM2, donc j'aurais compris automatiquement en fait, par moi-même j'aurais compris. J'aurais dit, ah ouais, parce que j'ai une classe d'écart, c'est forcément, voilà. Et est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Bah ouais, c'est même plus des regrets, c'est plus même que des regrets. Là je suis en train de devenir fou en fait dans ma tête. Merci monsieur, au revoir. Sarah, 11 ans, aurait déjà l'apparence d'une jeune femme. C'est ce qu'affirme le prévenu, et c'est aussi la ligne de défense de ses avocats. Sur les réseaux sociaux, la jeune fille était très active. Voici des photos qu'elle a mises en ligne. Des selfies suggestifs. Et cette question posée par la collégienne aux internautes. Pour vous, j'ai quel âge? 15 ans? Ou autre? Dans son quartier, nous avons rencontré des camarades de Sarah. Toutes décrivent une jeune fille un peu perdue qui cherchait à attirer l'attention. Vous la connaissez, la plaignante, dans cette affaire? Ouais, elle était dans mon collège. D'accord. Comment est-ce que vous pouvez la décrire, vous? Elle est petite, un peu forte. Elle a des formes généreuses et elle est assez... Enfin, elle se cache pas.
elle met ses formes en valeur. Je l'ai suivie dans ses réseaux sociaux et j'ai vu qu'elle parlait avec des garçons parce qu'elle avait mis une capture d'écran et elle montrait ses seins. Elle est provocatrice dans sa façon d'être en fait. Elle n'est pas comme elle doit être une fille de 11 ans. Provocante derrière un écran peut-être, mais dans la vie réelle, Sarah semble beaucoup plus prude. Nous avons pu consulter son audition recueillie par la brigade des mineurs. As-tu déjà eu un petit copain? Non, je n'ai jamais embrassé quelqu'un, sauf dans cette histoire-là. As-tu déjà eu un rapport sexuel? Non. En fait, j'ai été trop curieuse. Je savais ce qu'il voulait. Il m'a demandé et je l'ai fait sans qu'il insiste. À aucun moment, je lui ai dit non. Il n'a jamais été violent ni menaçant. Au tribunal correctionnel de Pontoise, l'audience se poursuit à huis clos depuis 2 heures. Comme la famille de la jeune fille, plusieurs associations de protection de l'enfance ont porté plainte et sont venues témoigner aujourd'hui. Vous avez des nouvelles de cette petite fille, comment elle va? J'ai quelques nouvelles. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a une prise en charge autour d'elle. Tout est fait pour qu'elle aille au mieux. Mais je veux dire, l'impact est énorme, quoi qu'il en soit. Enfin, les enfants sont très vulnérables aux violences. Ils ont un cerveau qui est extrêmement vulnérable au stress, au basculement, une situation qu'ils ne comprennent pas, qui les terrorise ou qui est hors norme pour eux. Et du coup, ils se retrouvent effectivement avec une paralysie des fonctions supérieures, qu'on appelle la sidération, qui les empêche de crier, de se protéger, de fuir. C'est un mécanisme de survie parce qu'on est extrêmement traumatisé. On ne touche pas à nos enfants. On les protège et on interdit, en dessous d'un certain âge, d'avoir des rapports sexuels avec eux. Quand bien même la petite fille serait en mini-jupe, quand bien même elle pourrait éventuellement jouer aux grandes, que c'est à l'adulte de dire non. C'est pas encore l'âge. À l'heure du délibéré, coup de théâtre dans la salle des pas perdus. Le tribunal se déclare incompétent sur cette affaire. On a obtenu ce qu'on demandait. C'est déjà le principal, c'est qu'elle soit entendue en tant que victime de viol. Donc on va vers de nouvelles auditions, une confrontation, des expertises. On va vers une instruction. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire pour les victimes. Une victoire à condition qu'une cour d'assises ait de quoi condamner l'accusé pour viol. Pour l'heure, la justice semble surtout gagner du temps dans un dossier qui l'embarrasse. À 9000 km de Pontoise, une autre affaire a fait scandale début février. Sur l'île de la Réunion, l'histoire d'une romance interdite. Il y a des barrières à ne pas franchir, c'est le message aujourd'hui de la justice à l'encontre d'un enseignant de Saint-Denis, un professeur de collège, Philippe Ganti. Il vient de passer plus de 30 heures en garde à vue pour avoir entretenu des relations avec une jeune fille de 14 ans. Un professeur de 33 ans, engagé en politique, candidat aux dernières législatives sous l'étiquette Front National. Il est sorti de garde à vue il y a 5 jours à peine. Philippe Ganti est libre, mais il sera jugé début avril pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Personne n'a compris qu'au final, c'était pas une histoire lubrique, c'était une histoire d'amour. Je m'y attendais pas du tout. On m'aurait dit il y a 1 an que j'allais sortir avec mon ancien élève, a fortiori de 15 ans, j'y aurais jamais cru. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Avec des valeurs que j'ai plutôt très à droite. Non, c'est une chose que j'aurais jamais pensé m'arriver. J'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait parce que je suis quand même l'adulte dedans, je suis responsable de mes actes. J'ai aucun regret parce que c'est
c'est au final la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vécue. Un enseignant et son élève, un tabou. L'an dernier, Clara a 14 ans. Elle est en classe de 3e. Une excellente élève qui passe ses récréations à discuter avec Monsieur Ganti, son professeur d'anglais. L'idylle va naître à la fin de l'année scolaire. Quelques baisers pendant les vacances, un premier rapport sexuel 4 mois plus tard et des centaines de SMS très vite découverts par les parents de l'adolescente. Ils portent aussitôt plainte contre le prof de leur fille. Depuis, Philippe Ganti est mis à pied. Donc c'est le collège où j'ai exercé depuis 2014. C'est très émouvant de revenir ici et puis voilà, s'il n'y avait pas eu tout ça, on aurait dû toujours être là, donc voilà. C'est des élèves du collège? Pas les mêmes, mais c'est des élèves du collège. Ouais. Bah, ils me connaissent forcément. Ouais. C'est compliqué pour vous de voir des élèves comme ça? C'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, j'étais quand même apprécié. Tous les élèves me connaissaient, la majorité d'entre eux m'appréciaient beaucoup. Au collège, l'interpellation du prof d'anglais a sidéré les 600 élèves. On est un peu choqués parce que c'est une grande personne. Le monsieur, il a, je sais pas, une trentaine là-bas, il a que 14 ans. En fait, on le voyait comme les autres professeurs. Oui. Et en ce moment, on ne sait pas si les autres professeurs sont comme lui. Oui. On a honte de notre collège maintenant, on veut partir. Voilà. Oui, mais allez, merci en tout cas. Merci, au revoir. Une cellule psychologique a été ouverte à disposition des adolescents. La plupart des professeurs gardent le silence en attendant le procès. En cas de condamnation, Philippe Ganti sera probablement radié à vie. Ça fait partie des difficultés de ce métier. Donc dans la formation initiale, effectivement, on évoque finalement qu'il puisse y avoir des actes de séduction d'un côté comme de l'autre et le danger qu'il pourrait y avoir sur un enseignant qui céderait à une certaine séduction et qui n'aurait pas fixé ses limites déontologiques. Il ne peut pas y avoir de relation. Pourquoi? Parce que l'enseignant a toujours autorité sur l'élève, quel que soit son âge. Donc on ne peut de toute façon pas accepter ça. À quel moment Philippe Ganti, cet enseignant si bien noté, a-t-il commencé à déraper? Une copine de classe de Clara se souvient d'un homme attentif qui aurait petit à petit glissé du rôle de professeur à celui de confident. Monsieur Ganti était proche, on va dire, avec tous ses élèves. Il écoutait tout le monde. Quand quelqu'un avait un problème, il n'hésitait pas à vouloir essayer d'aider, à vouloir trouver une solution. Il est passé par des moments difficiles, on va dire, dans sa vie, où Monsieur Ganti a beaucoup aidé, en fait. Il était beaucoup à l'écoute pour elle. Est-ce que tu as senti un peu les choses venir entre deux? Ils étaient proches? Même en classe, on n'a rien vu du tout. Il n'a jamais eu de mots ou un comportement bizarre avec elle. Et mis à part ça, elle a toujours été sérieuse à l'école, toujours de très bonnes notes. C'est une enfant, on va dire, normale, en fait. Cette ado normale est tombée éperdument amoureuse de son prof d'anglais. Pour preuve, une lettre envoyée quelques semaines avant l'interpellation de son prince charmant. My love, c'est de plus en plus dur de devoir te quitter. Je t'aime à la folie, mon cœur, et je ne renoncerai jamais à toi. Je te dirai oui comme je te l'ai promis, le 23 décembre 2020. Quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, je le ferai parce que je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, mon amour, de tout mon petit cœur de chaton. Pour toujours et à jamais, tu me manques. Ta fiancée, Madame Ganti. Devant les policiers, Clara confirme à nouveau son amour et son consentement. Mais ses parents estiment que leur fille a été manipulée. Donc, un membre de la famille nous explique que le problème, ça n'est pas la différence d'âge. C'est pas arrivé, Macron et sa femme, il y a au moins 20 ans d'écart. C'est pas ça le truc, c'est que l'influence, le travail psychologique pour la rendre amoureuse, c'est fait quand c'était une gamine. Et c'est juste ça qu'on reproche, nous. Il y a des SMS très clairs aussi où elle dit qu'elle ne veut pas de relation, donc elle a 14 ans.
Elle dit je ne veux pas de relation, moi je veux attendre, etc. Puis finalement on apprend qu'à 15 ans et même pas un mois, la chose est faite. C'est pas vrai que cette fille-là est mature. Hein. D'ailleurs, elle a eu une évaluation psychologique qui a dit que c'était un vrai enfant. Elle a acheté une petite peluche ici et elle dort avec son toutou. Philippe Ganti a aujourd'hui l'interdiction formelle de contacter Clara. Ce père de famille divorcé risque 5 ans de prison. Comment cette figure locale de la droite dure, défenseur acharné des bonnes mœurs, n'a-t-il pas vu qu'il transgressait la loi? J'arrivais plus à mettre la limite, j'arrivais pas à mettre cette limite parce que c'est vrai que les sentiments commençaient à prendre forme. Généralement, je suis content de laisser mes élèves aller au lycée, content de les voir grandir. Mais là, c'est la seule que j'ai pas pu laisser et que je voulais revoir après. Bien sûr qu'on a l'impression de déraper. C'est pas du tout quelque chose de normal de tomber amoureux d'une fille de 15 ans. J'ai une fille aussi, je comprends que son père la protège, mais s'il savait à quel point j'aime sa fille, voilà, je pense qu'il n'a pas conscience à quel point j'aime sa fille. Clara a fait une promesse à Philippe Ganti, l'épouser le 23 décembre 2020, tout juste un mois après ses 18 ans. Mais sera-t-elle encore amoureuse ? Avec les années qui passent, ces aventures de jeunesse peuvent devenir de très mauvais souvenirs. Mélanie, 25 ans, Julie, sa petite sœur, et leur mère mènent un long combat judiciaire contre leur ancien voisin. Bon alors les filles, vous savez pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui. Non. Je peux vous annoncer donc que la personne qui est passée devant le tribunal a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés. La seule difficulté, c'est que quand je me suis présentée pour aller chercher le délibéré, monsieur était là et il a immédiatement interjeté appel de la décision. Ça veut dire que pour l'instant, il a aucune peine? Non, il est toujours à ce jour présumé innocent. C'était il y a 10 ans, dans un petit village de Seine-et-Marne, où tout le monde se connaît. Parmi les habitants, un policier d'une trentaine d'années. Un homme sympathique, toujours prêt à accueillir les jeunes du quartier pour regarder un film. Il ne laisse pas indifférente Mélanie, sa voisine de 14 ans. Premier baiser, premier rapport sexuel, premier amour pour l'adolescente. Mais 3 ans plus tard, l'homme s'en serait pris à Julie, sa petite sœur de 13 ans. En voiture, le CRS lui aurait imposé des attouchements. Mais la cadette résiste et le dénonce. Vous avez été très courageuse depuis le début. Non, madame, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Vous êtes là pour vos filles, vous soutenez vos filles. Leur mère n'a toujours pas surmonté sa peine. Bah non, c'est elle qui pleure. Bah oui, oui, mais si maman pleure, évidemment. C'est l'effet miroir. Il nous a trahis, puisqu'on lui avait donné notre confiance en tant que bon voisin. On peut pas faire des choses à des enfants. Parce qu'après, les enfants ne sont plus des enfants, ils ne vivent plus leur adolescence comme des petits adolescents insouciants. Voilà. Mes filles n'étaient plus des petites filles pareil. C'est ça qu'il a pris. Mélanie, à l'époque, était certaine d'être amoureuse de son voisin. Aujourd'hui, elle en est sûre, ça n'était qu'un mirage. On croit qu'on est adulte, mais on l'est pas. On croit qu'on sait plein de choses, on croit qu'on sait tout, mais en fait on sait rien. Enfin, on croit par exemple, on croit qu'on sait ce que c'est que l'amour, mais en fait on ne sait pas. Enfin, non, on se rend compte qu'après, en fait. Une fois quand on est dedans, enfin, moi je sais que je le vivais très bien ce qui s'était passé, puisque pour moi c'était tout à fait banal et normal. Mais en fait, avec les années qui sont passées, c'est pas du tout normal. C'était pas des sentiments comme je peux les ressentir actuellement pour mon compagnon. C'était pas
C'était... Et puis, l'écart d'âge, le fait que j'étais mineure, qu'elle était majeure, c'était pas normal tout ça. Enfin... Julie, la sœur cadette, elle, est toujours en colère. Moi, j'ai réussi à me relire. J'avais 13 ans, j'étais jeune, j'étais dans un monde d'enfants, j'étais pas du tout adolescente. Et ma fin d'enfance a été mangée et j'ai pas du tout connu d'adolescence. Je suis directement passée d'une enfant à une adulte. J'ai grandi trop vite. Mes histoires d'amour d'après n'ont pas toujours été évidentes, quoi. Déjà, soit c'était voué à l'échec, ou alors j'étais dans l'autodestruction. Suite à ces moments-là, j'ai même fait une tentative de suicide, je sais plus combien d'années après. C'était le début de l'entrée dans la vie, et qui a été un peu raté, quoi. Je sais pas comment le décrire. C'est compliqué. À la barre, le policier, soutenu par son épouse, a simplement reconnu une erreur, comme il dit. Il a pris 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et sera à nouveau jugé en cour d'appel l'an prochain. Ados et adultes, les liaisons dangereuses, c'est une enquête signée Thomas Lelon, Antonin Marcel et Frédéric Prigent. Bonsoir Béatrice Copper-Royer. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes également la cofondatrice de l'association e-enfance. On est un peu troublé, un peu mal à l'aise avec tout ce qu'on a vu. Peut-être déjà, c'est une réaction sur cette jeune fille de 14-15 ans qui envoie des lettres d'amour enflammées à son prof. C'est quoi? C'est encore une enfant? C'est déjà un peu une femme? Non, c'est une adolescente qui est dans ses premiers émois amoureux et qui était prise d'un professeur. C'est quand même assez banal. Mais ce qui est pas banal, c'est qu'il y ait ce passage à l'acte. Parce que justement, ça interrompt la rêverie, ça interrompt le fantasme. Et à cet âge-là, on en a besoin. Et vous sentez bien que se pose la question du consentement. Le consentement, ça commence à quel âge? Le consentement, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on consent. Pour consentir, il faut savoir de quoi on parle vraiment. Une enfant de 11 ans, une petite adolescente de 11 ans, et même si elle est délurée, et même si elle a l'air d'une plus grande, elle ne sait pas du tout à quoi elle s'attend. Parce que la sexualité d'adulte, c'est une énigme pour les enfants. Donc, pour consentir... Ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. Alors, c'est pas parce qu'ils ont un discours extrêmement débridé et que, malheureusement, les réseaux sociaux, Internet, etc., donnent à voir un comportement qui paraît extrêmement libéré. On reste dans le discours, quand même. Quand on les entend, en réalité, ils restent beaucoup plus romantiques et ils se posent beaucoup plus la question de savoir comment ils vont pouvoir aimer et est-ce qu'on va pouvoir les aimer, que d'être comme ça de façon très crue dans des relations sexuelles qui sont pas de leur âge, finalement. Oui, qui sont pas de leur âge. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils voient des images pornographiques comme ça? Alors, pour les petits, c'est une effraction psychique parce qu'ils ne peuvent pas se représenter. C'est une agression, C'est une agression, oui, c'est une agression. Pour les plus grands, le danger, ça serait que ça devienne des normes et qu'au lieu de, justement, rêver et s'inventer leurs propres expériences et leur propre sexualité, ils soient enfermés dans des schémas qui sont extraordinairement brutaux et qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils devraient vivre dans la réalité. Quand vous dites les plus grands, vous pensez à quel âge? Justement, 14-15 ans. Mais tout ça, ça fait aussi partie, et ça pour le coup c'est pas nouveau, de la construction de la sexualité de chacun. Moi je me souviens, avec mes copains, on était ados, on allait acheter des magazines où il y avait Samantha Fox et d'autres, et puis on regardait ça ensemble et on était très contents. Oui, mais c'est pas pareil, parce que l'image sur papier glacé, elle laisse la part à la créativité et au rêve. Le porno montre trop de choses en fait. Ah ouais, le porno, c'est pas des bleuettes, ce qu'ils voient. Et les réseaux sociaux, comment on fait pour éviter leurs pièges? Comment doivent réagir des parents qui s'aperçoivent que leurs ados ou leurs pré-ados font des nudes? On a vu ces photos de nus d'eux qu'ils envoient à d'autres. Mais les réseaux sociaux, c'est très amusant, ils adorent ça et ils ont raison, mais il y a une éducation à tout ça. Il faut leur apprendre que le respect, la pudeur, l'intimité, ça protège, que l'injure, c'est un délit, qu'on ne poste pas n'importe quelle photo de n'importe qui... voilà, parce qu'il faut développer aussi un peu l'empathie. Ce qui me gêne dans les réseaux sociaux sans éducation, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus du tout cette capacité à penser qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'autre. Il y a une espèce d'auto-centrage sur soi-même.
ouais, ça m'amuse, je le fais. Quand on pense qu'à soi-même, on ne pense plus à l'autre. Oui, exactement. Ouais. La sexualité chez les enfants, Béatrice Copper-Royer, c'est évidemment un sujet délicat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un demi-siècle, on n'en parlait pas du tout de la même façon. Et même à la télévision, des adultes qui se disaient amoureux des enfants avaient le droit à la parole. Regardez. Pourquoi toujours des adolescentes? Ce n'est pas un reproche. Oui, je crois que ça sera mon thème éternel pour la vie. J'aime beaucoup tout ce qu'il est, la raconte, le premier amour. J'espère continuer dans avec le même thème. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Oui, mais alors pourquoi les collectionner autant? Je prends de votre livre. Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit, un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. Vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Oui, c'est un phénomène. Mais en fait, il y a quand même... Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidences. M. Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. M. Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Je peux vous dire aujourd'hui que je ne suis pas la seule à avoir vécu ces abus, ce viol de ce photographe. Et on est plusieurs femmes aujourd'hui à nous retrouver dans la même histoire avec le même photographe et avoir été victimes des mêmes abus. Béatrice Copper-Royer, on se demande quand on voit ça si c'est l'époque qui était plus tolérante ou si aujourd'hui on protège mieux les enfants. C'était après 68, hein, c'était un peu la logique, l'esprit, il est interdit d'interdire. C'est triste de voir ça. C'est triste, mais ça pose une question. Est-ce qu'il existe une sexualité chez les enfants? Les enfants ont depuis tout petit, hein, ils ont un intérêt pour la sexualité. Le complexe d'Oedipe, il y a une sexualité infantile, hein, mais c'est pas la sexualité des adultes. Elle est complètement différente de ce qu'il y a dans la tête d'un enfant qui construit son image par rapport à la sexualité. On pense que les enfants sont sur la même marche que les adultes. Mais les enfants ont un monde, un imaginaire, une vie psychique qui n'a rien à voir avec celle des adultes. Et leurs représentations ne sont pas les mêmes. On a eu, en préparant cette émission, déjà beaucoup de réactions de parents inquiets qui découvrent ce soir tout un univers dont ils croyaient leurs enfants protégés. Qu'est-ce que vous leur dites, pour finir, Béatrice Copper-Royer, à ces parents qui sont inquiets, qui sont un peu perdus aussi peut-être? Qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, qu'il faut qu'ils soient confiants dans leur capacité à transmettre des valeurs qui sont les leurs, dans leur capacité à éduquer.
Ils vont pas être dépassés par les événements. Ils vont continuer à maîtriser, mais il faut qu'ils se fassent confiance. Parce que je trouve que les parents ne se font pas assez confiance sur leur capacité à transmettre. Merci beaucoup Béatrice Copper-Royer d'être venue ce soir dans Complément d'enquête. Alors on parlait de consentement, on va maintenant vous raconter l'histoire à peine croyable d'une Américaine. Elle a été violée quand elle avait 10 ans. 1 an plus tard, elle s'est retrouvée mariée à son violeur. Oui, ça se passe bien aux États-Unis. Et aujourd'hui encore, il y a une vingtaine d'États américains dans lesquels il n'y a pas d'âge minimum pour pouvoir se marier. Cette femme a donc fait de sa vie un combat. Elle s'appelle Cherry Johnson et Jean-Carl Lambert l'a rencontrée. Tallahassee, au nord de la Floride. Loin des plages glamour de Miami, une petite ville banale, 160 000 habitants, une majorité de fonctionnaires. Tallahassee est la capitale politique de l'État. Et le théâtre ces jours-ci d'une petite révolution. Car ici, les enfants peuvent se marier, pas d'âge minimum, comme dans 24 autres États. Mais la Floride est sur le point d'y mettre fin. Plus aucun mariage de mineurs possible, ce serait une première aux États-Unis. Ce combat, c'est celui d'une femme modeste qui vit dans un quartier très middle class de la ville. Elle-même a été mariée de force à l'âge de 11 ans. Notre rendez-vous ce jour-là est un peu retardé. Cherry Johnson enchaîne les interviews. Fin janvier, le Sénat a voté une loi à l'unanimité grâce à elle et à sa ténacité. Madame Johnson est le symbole de cette loi. C'est la voix de cette loi. La Floride est en passe de devenir le premier État à voter une telle loi. Une première étape symbolique qui a fait sortir cette mère de famille de l'anonymat. À l'origine de ce combat, une histoire personnelle tragique que Cherry Johnson a dévoilée dans un livre. Mon enfance a été à peu près décente d'après mes souvenirs jusqu'à ce que tout arrive. À 8 ans, j'ai été violée par le pasteur de l'église. Nous sommes à Tampa, au centre de la Floride, à la fin des années 60. Cherry est fille unique. Sa mère vient de se remarier et s'installe près d'une église apostolique. Elle s'implique largement dans la vie de la paroisse. Le pasteur sera le premier à abuser de la petite fille, qui n'ose rien dire, à personne. Les viols se succèdent, il y aura aussi le beau-père et pour finir, le diacre de la paroisse, qui va mettre Cherry enceinte. Elle a 9 ans. Ma mère m'a dit que j'avais porté la honte sur elle en tombant enceinte et qu'elle allait me mettre dehors, ce qu'elle a fait. Le pasteur lui a dit que la meilleure chose pour moi, c'était d'épouser le diacre qui m'avait mise enceinte. Pour marier sa fille, la mère de Cherry doit obtenir l'accord d'un juge. C'est la règle aux États-Unis. Ce sera sans problème malgré son tout jeune âge, puisqu'elle a un enfant. J'ai donné naissance à ma fille à l'âge de 10 ans et j'ai été forcée d'épouser mon violeur à l'âge de 11 ans. C'est lui. C'est moi. J'ai 11 ans et lui 20. Et vous souriez là? Oui, je souris pour ne pas pleurer. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. Je me revois derrière le pupitre quand l'officier d'état civil me tend le document. Mais je suis trop petite pour signer le papier. Eh oui, pas assez grande pour faire ça. Alors j'ai dû faire le tour et m'asseoir à une table basse pour signer. Ça, je m'en souviens très bien. Voilà, ici, vous lisez qu'il est âgé de 20 ans. Et vous voyez ici mon nom. J'ai 11 ans. Qu'est-ce qu'il a fait quand on a été mariés? Il a continué à me violer. Pour moi, c'est toujours un viol. Je suis une enfant. Et peu importe si je suis une enfant avec le bon papier. Mais ce que la loi dit, c'est que c'est OK. Et vous voyez que ça se passe ici, aux États-Unis d'Amérique, pas au Pakistan ou en Inde, mais bien ici. Avant d'obtenir le divorce, Cherry restera 9 ans avec son agresseur. Elle aura 6 enfants
et jamais personne ne lui viendra en aide. À cet âge, les enfants jouent encore à la poupée. Moi, j'avais des poupées en chair et en os. Les services sociaux sont venus me voir. Ils m'ont entendu. Ils savaient que j'avais donné naissance à ces enfants. M'ont-ils aidé pour autant? M'ont-ils seulement donné des conseils? L'État m'a abandonnée et je n'ai pas eu d'enfance. Une vie de souffrance dont elle a failli ne pas se remettre. Une fois son livre publié, il y a 4 ans, Cherie Johnson s'est juré qu'enfin les mariages d'enfants seraient interdits par l'État de Floride. Elle a alors demandé un rendez-vous avec la sénatrice Lisbeth Benacquisto. Bonjour, tu vas bien? Dès leur première rencontre, les deux femmes ont accroché. Comment se passe ta journée? J'ai une bonne journée. Pas mal d'interviews. Normal, tu es une vedette. La sénatrice républicaine s'est immédiatement mobilisée. Pour elle, l'histoire de Cherie est une aberration légale. En Floride, rien qu'au cours de ces 4 dernières années, près de 2000 jeunes filles ont été mariées. Et l'écart d'âge était important pour la plupart. Une jeune fille de 12 ans avec un homme de 40, une autre de 13 avec un homme bien plus vieux qu'elle. Dans la société d'aujourd'hui, on ne peut plus laisser un enfant de cet âge, celui qu'avait Cherie à l'époque, l'âge où on commence tout juste à comprendre à quoi ressemble la vie, se faire violer, se faire mettre enceinte. Ici, il y a tellement de choses qui sont interdites avant 18 ans, depuis la signature d'un contrat jusqu'à l'achat d'une maison. Et c'est même 21 ans pour ce qui est de boire de l'alcool. Alors pourquoi, dans le même temps, laisser ces jeunes enfants dans la position d'être mariés? Tu crois que je pourrais assister à la signature de la loi? Bien sûr que tu pourras. Mais chaque chose en son temps. On doit d'abord se mettre d'accord sur le texte. Et après, on verra avec l'équipe du gouverneur. Tout n'est pas encore joué. Les sénateurs ont bien voté la loi, mais elle doit encore être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des représentants. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Cherie Johnson a sa petite idée. Là, ce sont les différents présidents de la Chambre. Ils ont dirigé les débats jusqu'à aujourd'hui. Que des hommes. Mais c'est une femme qui vient mener le combat pour nos enfants. Cherie Johnson, solide et déterminée. Il y a quelques années, avec l'aide d'une psychologue, elle a pu surmonter la colère, sortir de la dépression et trouver enfin un sens à sa vie. Avec ce que j'ai dû surmonter, maintenant je sais que je peux aider les enfants. Ça valait bien cette vie-là et tout ce que j'ai enduré. Aujourd'hui, je le sens, on est en chemin. Un mouvement est vraiment lancé. Même si c'est un homme d'église qui a fait son malheur, à 58 ans, Cherie est toujours croyante. Elle ne va plus à l'office, mais enseigne dans une école privée accolée à une église baptiste. Pour se consacrer au travail avec les parlementaires, Bonjour. Bonjour. elle s'est mise il y a 2 mois en congé sabbatique. Jusqu'alors, elle n'avait jamais raconté son histoire à ses élèves. Vous avez déjà entendu parler de mon histoire? Moi, je vous ai déjà vu. Oui, j'ai fait pas mal de passages à la télé. Je défends une nouvelle loi dont l'objectif est de faire en sorte qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne puisse se marier. Parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de faire si vous n'avez pas 18 ans, je vous le rappelle. Et si vous avez déjà à vous occuper d'une famille, vous pouvez tout de suite oublier le bon boulot. Vous allez gagner le SMIC et ce ne sera pas suffisant pour nourrir cette famille. Alors attendez, pensez d'abord à vos études, pensez à vous en premier. Vous savez, il sera toujours temps de trouver une femme. Appelez les membres de la Chambre des représentants et dites-leur, s'il vous plaît, votez la loi. On a besoin d'une loi claire. Les enfants n'ont pas besoin d'être mariés avant l'âge de 18 ans. Cherie Johnson sait qu'elle peut trouver du réconfort auprès de ses anciens élèves, avant la dernière bataille. Car au Capitole,
Si les représentants ont eux aussi été touchés par son histoire, les plus conservateurs ne veulent pas d'une loi trop restrictive. Ils proposent d'autoriser le mariage à partir de 16 ans sous certaines conditions. La question, d'après moi, c'est est-ce qu'une personne de 16 ans, ou peut-être plutôt 17, peut décider de se marier pour de bonnes raisons? Si la réponse, comme je pense, c'est oui, alors interdire absolument tous les mariages avant 18 ans, c'est excessif de la part de l'État. Je pense que s'il y a un vrai désir d'essayer une vie à deux, même si on est jeune, avec peut-être le soutien de leur famille, c'est mieux que de voir une jeune fille décider d'avorter ou se retrouver fille-mère sans aucun soutien, ce qui ne serait pas bon pour l'enfant comme la mère. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'amender ce texte. Le mariage à 16, 17 ou 18 ans, si représentants et sénateurs ne trouvent pas d'accord dans les jours qui viennent, rien ne changera en Floride. Cherry Johnson veut croire que la loi va passer dans sa version la plus stricte. C'est le combat d'une vie qui se joue là. C'est moi, là. Une vie qui a poussé la petite Cherry à devenir mère de familles nombreuses. Et là, tous mes enfants. Bien trop vite, bien trop tôt. Et là, c'est mon premier petit-fils. On dirait que vous êtes l'un d'entre eux. Oui, je sais, je l'entendais souvent. On leur disait, c'est qui votre mère? Ils disaient, elle est là, c'est elle notre maman. Et les gens disaient, non, c'est pas votre mère, c'est votre sœur. Et pourtant, c'est bien moi. Je leur ai donné naissance à tous. Bien malgré elle, Cherry a entraîné ses enfants dans une vie hors norme, pas toujours heureuse. Mais aujourd'hui, elle sait pouvoir compter sur eux. Hé, salut Victoria! Bonjour! C'est ma coupure déjeuner, je suis dans la voiture. Son histoire, c'est aussi la leur. Je suis sa progéniture, le résultat de ce par quoi elle est passée. Je la soutiens du mieux que je peux, je l'encourage à tenir, je sais que c'est dur. Elle est un peu seule et sur le devant de la scène, alors je suis là. Aujourd'hui, Cherry Johnson est grand-mère de 34 petits-enfants. Elle leur a fait une promesse, que plus jamais un adulte n'ait les moyens de leur imposer un destin. Marié à 11 ans, c'est un sujet de Jean-Carl Lambert avec Michael Merle et Xavier Puy-Perrault. Alors depuis le début de cette émission, on a essayé de vous donner les clés pour mieux comprendre les ados. On s'aperçoit que leur parler de sexe, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et on s'est dit, pour finir, que c'était peut-être intéressant d'aller voir ailleurs, dans les autres pays, comment on s'y prenait. C'est vous qui avez enquêté là-dessus, Rola Tarsissi, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous peut-être pour commencer, quels sont les pays qui s'en sortent le mieux, qui arrivent le mieux à parler de sexualité avec leurs jeunes? Alors c'est la Suède, avec ses voisins scandinaves, qui est le pays le plus en avance en Europe en termes d'éducation sexuelle, parce qu'ils l'ont rendu obligatoire en 1955. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 50 ans avant la France, donc c'est énorme. Je vais vous présenter deux personnages, c'est donc Zizi et Zezette, et ce sont les héros d'un générique d'une émission d'anatomie qui est adressée aux enfants de 3 à 6 ans. Donc je vous laisse regarder les images. Donc effectivement, on voit un sexe masculin et un sexe féminin qui dansent. Donc voilà, c'est une émission qui passe sur une chaîne publique. Pour le coup, on sait de quoi on parle, il n'y a pas de doute là-dessus. Exactement, et voilà, et là-bas, ça choque personne. Bon, mais alors comment ils s'y prennent concrètement? Alors concrètement, par exemple, pour des élèves de 12-13 ans, dans les collèges, on leur diffuse des images, un film de 28 minutes. Une fois que les élèves l'ont vu, l'idée, c'est de provoquer un débat, des échanges et de les faire interréagir entre eux. Ça, ce film-là, tous les élèves le voient? Exactement, tous les élèves le voient. Ce sont donc des adolescents dans une salle de classe qui discutent. Et subitement apparaît un personnage adulte qui commence à leur parler sexualité, à leur montrer différentes positions, à leur montrer comment on se masturbe et éventuellement aussi comment mettre un préservatif. En fait, tout ce que les jeunes découvrent un peu tout seuls de manière générale, là, on leur explique et on leur montre. Il y a un pays qui va encore plus loin, c'est la Norvège. Alors oui, la Norvège, c'est carrément la télévision publique pour leur chaîne qui est adressée aux enfants et aux ados, qui propose une émission d'éducation sexuelle. C'est comme si on était là sur France 4 ou sur France 5. Voilà, exactement. C'est vraiment l'émission du service public à 1 heure de grande écoute pour ados. Et donc en fait, là je vous laisse regarder un petit peu les images. Donc cette jeune femme, elle a 30 ans, elle est médecin. Et donc finalement, il n'y a pas de tabou. Penis med penisskaft, og hvis vi trekker den tilbake. Penisen stikkes inn i vaginaen, sånn her. Og så glir den inn og ut på det viset her. Og så over til det alle begynner med før eller siden,
men veldig sjelden snakker om, nemlig å kose med sitt eget kjønnsorgan, å onanere. Elle parle de tout, mais avec le sourire. C'est jamais pornographique, c'est toujours anatomique ou clinique. Elle répond à toutes les questions que les ados se posent sur la puberté, par exemple les règles, la contraception, même l'éjaculation. Et donc en fait, elle leur explique comment ça se passe. Par exemple, si jamais vous êtes un petit peu stressé à la veille de votre premier baiser et que vous vous demandez dans quel sens tirer la langue, cette jeune femme vous propose de vous entraîner avec une tomate. Et elle leur parle un petit peu régulation thermique des testicules en mettant les testicules du figurant à rude épreuve. C'est quand même des images qu'on verrait jamais à la télévision française. Ça, c'est quand même très, très surprenant. Bon, mais à quoi ça sert de faire tout ça, Rola? Alors, on a contacté les diffuseurs et alors, eux, leur objectif, c'était clairement de provoquer le débat. Et ils étaient ravis des retours des parents. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient reçu énormément de courriers de parents qui étaient très contents parce qu'ils avaient pu aborder des thèmes qu'ils étaient un peu gênés d'aborder avec leurs ados. Et ça a permis aussi aux enfants de poser des questions qu'ils n'auraient pas forcément osé poser à leurs parents. J'imagine quand même qu'il doit y avoir quelques parents qui grincent. Alors justement, c'est un peu là toute la question. C'est-à-dire que est-ce que l'éducation sexuelle, c'est quelque chose de personnel, d'intime, de familial? Ou alors est-ce que c'est finalement quelque chose dont l'école doit s'emparer? En Suisse, par exemple, la mairie a récemment introduit ce qu'on appelle la sexbox dans leur cours d'éducation sexuelle. La mairie de Bâle, on est à Bâle. La mairie de Bâle, exactement, en Suisse. Donc la sexbox, c'est une boîte où en fait on familiarise les enfants avec les organes sexuels. Donc elle est composée, je vous laisse regarder, de ce qu'on appelle la peluche vagina, donc le vagin en peluche, mais aussi de sexe en bois. Donc alors c'est pour s'entraîner à mettre des préservatifs. C'est-à-dire quoi, que tous les élèves reçoivent leur petite peluche Alors vagin, non, en fait, c'est des intervenants extérieurs qui viennent avec leur kit et qui le présentent aux enfants. Et donc une maman n'avait pas du tout envie que sa fillette de 7 ans soit confrontée à ces images. Donc en fait, elle a porté plainte et ça a été très loin. Elle a été déboutée 3 fois par les juridictions suisses. Et récemment, la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre sa décision. Donc les juges de Strasbourg ont estimé que cette école suisse était dans son bon droit parce que effectivement, c'est le rôle de l'école d'éduquer les enfants et de les préparer aux réalités sociales. Et le sexe, c'est bien une réalité sociale. L'éducation sexuelle, on l'oublie peut-être, mais elle est aussi obligatoire en France. On en est où, nous? On a toujours l'image d'un pays un peu à la traîne sur ces sujets-là. Alors oui, alors là, en France, l'éducation sexuelle est obligatoire dans les collèges et les lycées depuis 2001. Sauf qu'en réalité, les collèges et les lycées ne le font pas forcément tout le temps. Certaines classes sont oubliées. Parfois, il y a des années où ils ne le font pas. Et il y a même une récente étude qui dit qu'un établissement sur 4 assumerait finalement ne rien faire en ce sens. Mais il reste encore un petit espoir parce que cette année, je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes venu avec votre livre 207. De SVT. Absolument. Donc c'est le livre de SVT des éditions Magnard. Donc je vais vous montrer page 207. De 4e, c'est ça? Absolument. Donc page 207, il y a une petite révolution. Regardez, le clitoris vient de faire son entrée dans un livre de SVT. Alors le clitoris, donc là c'est sous forme de coupe anatomique. Donc en fait, ce clitoris, vous pouvez le voir uniquement aux éditions Magnard. C'est-à-dire que si vous allez chez Hachette, chez Belin ou chez Nathan, il n'y sera pas, ou alors il sera sous forme de points. Donc, le clitoris a longtemps été indésirable, voire considéré comme suspect, parce que finalement, il ne jouait aucun rôle dans la reproduction. C'était simplement pour donner du plaisir. Oui, on mettait les organes reproducteurs, on disait comme il joue pas de rôle, on le met pas. Voilà, exactement. Et finalement, comme c'est un organe qui donne uniquement du plaisir, beaucoup estiment que finalement, c'est pas les cours de SVT de vous enseigner le plaisir. Bon, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui se faisait chez nous et dans les autres pays, la question fondamentale, c'est tout ça pour quel résultat? Est-ce qu'en termes de santé publique, ça paye, cette éducation sexuelle? Alors oui, ça paye. Les pays scandinaves, dont on a vu qu'ils étaient très en avance sur ces questions-là, ont le taux de natalité adolescente le plus faible d'Europe. Et inversement, les pays d'Amérique du Sud, où rien n'est fait en ce sens, où l'éducation sexuelle n'existe pas, ont des taux de grossesse adolescente très très élevés. Par exemple, en Argentine, un enfant sur 6 est issu d'une maman qui a moins de 16 ans. En Bolivie, au Pérou, en Colombie, quand vous demandez à des jeunes filles à quoi servent les règles ou comment on tombe enceinte, elles ne le savent pas. Et donc, très clairement, les ONG font un lien direct entre grossesse adolescente et manque d'éducation sexuelle. Merci beaucoup, Rola Tarsissi. C'est la fin de ce numéro de Complément d'enquête. Merci à Thomas Auro, Samuel Humez, Clément Castex, Jacques Archibald et Marguerite Pharaon, ainsi qu'à l'ensemble de la rédaction qui m'ont aidé à le préparer. Merci à Philippe Lallemand et à ses équipes pour la réalisation. On se retrouvera dans 15 jours pour une émission qui sera consacrée à la politique en famille. Je vous donne rendez-vous demain soir pour le 20h. Très bonne fin de soirée sur France 2.